9h30, c'est l'heure du débat comme tous les matins sur Direct Gestion, 9h30 à 10h en compagnie de l'équipe de Delta AM. On accueille sur ce plateau le directeur général et gérant, c'est Thibaut Sillard. Bonjour Thibaut. Bonjour. Et nous a rejoint également le responsable commercial de la société, Jacques Arnaud Lélias. Bonjour Jacques Arnaud. Voilà, on va faire une spéciale obligation, situation spéciale. Qu'est-ce que c'est? Comment l'appréhender? Un sujet un petit peu technique, mais on a vraiment deux spécialistes pour nous expliquer tout ça. Tout d'abord, messieurs, comme de tradition, on commente un petit mot sur l'édito. On a parlé de Grexit. Alors, c'est la saga. C'est le feuilleton, on ne va pas dire de l'été, puisque maintenant il dure, mais en plus depuis plusieurs saisons. Et on a l'impression quand même qu'on va peut-être vers un aboutissement. En tout cas, le ton monte, le bras de fer continue. Pour vous, quelle va être l'issue de ce bras de fer entre Tsipras d'un côté et ses créanciers? Je serai très prudent quant à moi sur l'issue de ce bras de fer, mais si vous l'avez rappelé, on n'en est pas à une première, puisque déjà il y a 3 ans, les créanciers privés que nous sommes avaient été appelés à faire un effort pour permettre à la Grèce de se réformer. Donc 3 ans plus tard, eh bien, c'est maintenant au tour des institutions, à la Troïka, que vous avez mentionné tout à l'heure dans votre édito, de convenir de cet effort avec le gouvernement grec. J'ai le sentiment pour ma part que l'issue du scénario, quel qu'il soit, je ne peux pas dire que ce sera sans grande importance pour les marchés, mais aura une importance bien relative par rapport au scénario le pire qu'on imaginait il y a encore quelques temps. Il faut expliquer qu'on a aussi aujourd'hui pourquoi le marché finalement, il y aurait eu des situations où on aurait perdu peut-être beaucoup plus que les 2%, en plus on est assez haut sur le marché. Mais aujourd'hui on a l'impression que finalement la dette grecque elle est moins portée par les banques, plus par les États, donc finalement ce sera amorti de quelque sorte. De toutes les manières, on n'ira certainement pas vers un défaut au sens technique du terme. On trouvera bien une solution qui accommodera à peu près tout le monde et qui permettra au gouvernement grec de sauver la face et à la Troïka de ne pas prononcer ce défaut. Donc c'est notre scénario, c'est ce qu'on considère comme étant le plus probable chez Delta. En tout cas, on n'est pas les seuls à s'inquiéter. Nous, sur les marchés, il y a aussi les Grecs, qui font peut-être pas la queue comme ça, mais en tout cas, ils retirent pas mal d'argent, 500 millions en une seule journée jeudi, et ça fait suite aux 30 milliards d'euros qui ont déjà été retirés. C'est inquiétant, selon vous. Est-ce que les Grecs sont en train de tout mettre dans des banques allemandes ou ailleurs? Jacques Arnaud Lélias. Il peut y avoir un risque de fuite des capitaux qui, là, serait pour le coup très préjudiciable. Un bank run, on l'a vu avec Northern Rock. Ça, c'était le cas d'une banque. Un bank run, et d'où l'inquiétude ces dernières semaines de la part du gouvernement Tsipras de ne pas être en mesure, d'une part, de payer les fonctionnaires, d'autre part, de voir les liquidités bancaires fuir le pays, aller se réfugier en France, en Allemagne ou dans d'autres pays de la zone euro. Et là, ce serait vraiment le début de la catastrophe pour les Grecs. Donc ils ont vraiment besoin d'un soutien de la Troïka, mais en contrepartie, effectivement, il y a des réformes à mener, et c'est ce qu'ils ont entrepris déjà il y a 3-4 ans maintenant. Alors vous, chez Delta M, vous êtes spécialiste des marchés de taux, des obligations. Une question se pose quand on voit ces soubresauts. Aujourd'hui, la Banque centrale est à la manœuvre, tout est à zéro. C'était presque trop simple ce début d'année. En tout cas, sur les taux, là, il y a eu une seule direction, c'était la baisse. Et puis, il y a quand même eu un coup d'arrêt à partir de fin avril, début mai, assez violent, un mouvement de taux, où on a repris très brusquement plusieurs dizaines de points de base, en tout cas sur les obligations, on va dire, d'État. Alors, de façon schématique, en fait, la question c'est faudrait-il avoir peur de cette hausse des taux surprise? Donc, en dehors du fait qu'elle a surpris un peu, on est arrivé, vous l'avez rappelé, sur un point bas à la mi-avril. Durablement, on ne pouvait pas aller vraiment plus bas finalement. Et ce qu'il apparaît, c'est qu'au lieu d'être pour nous une mauvaise nouvelle, c'est plutôt le signe, premièrement, que les perspectives d'une déflation s'éloignent. Finalement, souvenez-vous, en début d'année, fin d'année dernière, tout le monde était en train d'explorer ce scénario, en se comparant au Japon, etc., des scénarios japonaises. Voilà. Donc là, finalement, on s'éloigne de ce scénario. Et par ailleurs, il faut aussi noter que le niveau intrinsèque de taux reste quand même extrêmement bas. Donc même si évidemment cette hausse est assez violente pour la catégorie investment grade et des titres des États, effectivement les corrections sont importantes, impressionnantes, mais pour ce qui nous concerne, nous qui nous occupons de dettes très décotées, nous n'avons pas été
pas du tout même Ce que vous dites, c'est impacté. qu'il n'y a pas tellement d'effet finalement sur les obligations. Alors on va dire corporate, c'est-à-dire d'entreprise, dans des situations spéciales. Oui. Finalement, le niveau des taux qu'on monte de 10-20 points de base ou qu'on baisse aujourd'hui, ça n'a Exactement, tellement ça d'importance. n'a pas d'impact dans le sens où nous nous intéressons à des valeurs qui sont fortement décotées, hein, donc qui ne sont que très peu impactées ou pas du tout On va y venir. par Jacques ce Arnaud, vous voulez réagir? niveau de taux. Si vous avez des titres avec un yield aux alentours de 8 à 10% et que le 10 ans français passe de 40 BP à 80, l'impact il est quasi nul. On l'a vu sur la période de forte remontée des taux, la valeur du fonds de Delta Prime SSF, qui est justement spécialisé sur ces dettes décotées, a progressé de près d'1% durant cette semaine. Donc finalement, non seulement il n'y a pas d'impact, donc le fonds est désensibilisé, mais il a même profité de ce moment de marché. Alors pour ceux qui prennent le débat en cours, on va redire un petit peu un mot de Delta Prime SSF. Donc vous travaillez sur les obligations et des situations spéciales. Effectivement, on va avoir à l'écran quelques titres qui sont en portefeuille et vous allez nous détailler les opérations. On voit surtout Rickmer, CMA CGM, Sacyr, Belvédère. On voit surtout, au-delà de la pondération, le type de situation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc secteur stress, ça veut dire que le stress, il y a un événement peut-être de marché sur le secteur, ou bien post-restructuration, banque stress. Vous pouvez nous détailler ces éléments? Alors, c'est effectivement les trois premières positions qu'on avait à l'écran, donc Rickmer, CMA et puis Sacyr, sont le fruit d'un investissement à la suite d'un stress sur le secteur. Alors, pour les deux premiers, c'était au moment de la crise financière et ses conséquences, un stress sur le transport maritime. Rickmer, c'est un transporteur allemand, tandis que CMA, bien connu, transporteur français, CMA CGM. Et puis Sacyr, c'est le secteur de la construction espagnole qui a souffert, et bien évidemment, de la situation dans laquelle s'est trouvée l'Espagne à la suite de la crise des dettes des pays périphériques. Puis la crise immobilière aussi. Et bien sûr, la crise immobilière. Donc il y a eu une espèce de désamour des investisseurs pour ce secteur qui a fait que ça a provoqué des opportunités d'investissement pour ce qui nous concerne. Pour la quatrième position qui me semble assez intéressante de rappeler aujourd'hui aussi, c'est Belvédère, qui a connu des soubresauts depuis 2007-2008, là aussi, crise importante de gouvernance, et c'est la première fois finalement que des créanciers obligataires prennent la main finalement par conversion des dettes existantes sur le capital de cette société et permettent à la société finalement, avec le concours naturellement de sa nouvelle direction, de se normaliser. Voilà. Donc il y a un fort potentiel de revalorisation de cette société encore, même si à la faveur de la correction de vendredi, le titre est descendu sous la barre des 20 euros. Est-ce que justement il y a cette relation entre le cours et derrière l'obligation? Est-ce que c'est mécanique? Est-ce qu'il y a une décote qui se fait également sur les obligations dans ces cas-là? La décote, alors si on veut parler pour illustrer ce que vous dites, on va prendre l'exemple de Rickmers qui a pâti d'un downgrade en fin d'année dernière de la part d'une petite agence de rating allemande. Alors on le voit à l'écran, on peut s'en douter, c'est du transport maritime, donc c'est très proche de CMA CGM. C'est assez proche, bien qu'ils aient des activités qui ne soient pas franchement les mêmes. Mais d'accord, on rappelle donc pour être général, c'est vrai que le secteur du transport maritime. Et avec, ça a été très fortement impacté, puisque avec évidemment une Chine énergivore qui avait besoin, ça s'est énormément développé. Il y a même un indice qui permet de mesurer ça, et c'était vraiment au top. Donc il y a eu des super tankers, enfin des super cargos qui ont été déployés. Et puis il y a même à un moment, alors que la croissance s'est réduite, effectivement, tous ces transporteurs finalement se retrouvaient avec trop de bateaux. Voilà, trop de bateaux où le marché a imaginé qu'il n'y en avait trop. C'est un peu le tri qu'il nous faut faire. Après, c'est là où on va essayer de tirer de la valeur dans ces différentes sociétés, notamment CMA qui a su parfaitement s'ajuster au contexte de marché, avec une direction à la fois générale et financière qui était extrêmement brillante, qui s'est parfaitement, je le répète, ajusté aux circonstances de marché. Rickmers, lui, le stress qu'on a connu en fin d'année dernière est survenu à la suite d'un downgrade, donc violente contraction du cours des obligations, qui est passé en deçà de la barre du pair, 70% de la valeur nominale. Downgrade, donc c'est un abaissement de la notation. Et ça, c'est les agences toujours. C'est une petite agence de notation, voilà, qui, au motif que la société n'était pas encore parvenue à s'entendre avec ses banquiers pour renégocier sa dette bancaire. Donc voilà, il y avait une crainte de l'agence
en question que cette renégociation ne se fasse pas, donc un moment particulier qui crée ce stress. Donc on passe du pair à 70% de la valeur nominale. Nous, notre travail chez Delta, c'est d'identifier, de savoir si c'est justifié, ce stress est justifié ou non, ce downgrade est-il justifié. Notre analyse était que non, et que les négociations avec les banques suivaient leur train comme de juste, et qu'on allait bientôt connaître une issue favorable. C'est ce qui s'est passé en début d'année, et l'obligation a recoté à des cours approchant le pair. Voilà, donc une revalorisation très importante. D'accord. Juste, je me permets de préciser parce que vous baignez bien sûr là-dedans, vous êtes complètement à l'aise. Pour les spectateurs qui nous regardent, effectivement, la société de la notation, c'est très important. C'est ce que vous regardez, ceux qui vont acheter ces obligations, ils vont se dire à un moment, s'il y a un risque que je ne sois pas remboursé, à ce moment-là, je m'en débarrasse ou j'essaie de revendre mon obligation, ce qui fait baisser évidemment son cours. C'est là que vous intervenez, vous dites, non, peut-être que l'agence se trompe, peut-être que nous, notre analyse de crédit fait qu'on a l'impression que c'est plutôt une bonne valeur, qu'ils vont tenir leur programme, et donc là il y a un décalage de marché sur le prix. Vous insistez, Jacques Arnaud Elias, vous avez une technicité justement, vous expliquez ça bien, c'est pas sur la notation, c'est sur le prix que vous fixez. Voilà, c'est ce qui fait la principale différence avec le high yield qui lui a une approche quasi uniquement par le rating. Tandis que sur les situations spéciales, on a d'abord une approche par le prix. Et ensuite, on va regarder effectivement le rating de la société. Mais la différence, elle se fait principalement là. Et donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à se différencier dans le high yield avec un fonds qui est vraiment situation spéciale européenne. Thibaut Sillard, vous me disiez justement en préparant cette émission, c'est vrai que souvent on connaît un peu mieux le marché du high yield, en tout cas le haut rendement, c'est-à-dire des titres décotés avec une notation BB-, inférieur, triple B-, voilà, inférieur. Et on a tendance à vous confondre, vous dites c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, même si effectivement on a frontière commune. Naturellement, on va pouvoir investir sur des high yield ou des anciens yield. Les high yield, généralement, alors là, ceux qui vont nous intéresser, c'est ce qu'on appelait autrefois, des anglicismes trop prononcés, mais les fallen angels, c'est-à-dire les entreprises qui allaient... Les anges déchus. Les anges déchus, voilà, qui, une fois ayant émis avec des gros coupons pour intéresser leurs créanciers, avaient connu les bonnes nouvelles et allaient en annoncer des mauvaises. Voilà. Donc c'est plutôt ce type de société dans le high yield qui va nous intéresser, mais pas que. Donc nous, des exemples justement de sociétés en high yield sur lesquelles vous surveillez ou qui est dans votre scope, même si vous ne l'avez pas dans le fond? Dans notre scope, il y en a beaucoup. Il y a Taco, pour l'instant nous n'avons pas investi parce qu'il nous semble que c'est assez prématuré dans le secteur de l'habillement. C'est une société allemande, un peu comparable à ce que fait H&M. De façon comparable, SMCP, là où c'est une société dans laquelle on a investi, But, que tout le monde connaît, l'investisseur connaît. C'est pour ça que je vous demande des exemples, parce que souvent on dit, voilà, high yield, on entend parler, et puis ça a l'air un peu nébuleux. Non, il y a quand même des vraies entreprises derrière, des entreprises qui à un moment de leur histoire ont fait peur au marché, ou à juste titre, ou peut-être pas exactement, et à ce moment-là vous dites, si ces sociétés se sont restructurées et sont en capacité d'honorer leurs dettes. Nous, donc ces sociétés dans ce scope, on va essayer de trouver celles qui ont une décote qui nous semble injustifiée par rapport à leur risque ajusté. Très bien. Vous voulez compléter, Jacques Arnaud? Peut-être un mot pour dire un peu le comportement du fonds ces dernières années. Sur 3 ans, le fonds a généré 9,5 annualisé. Net par an pour l'investisseur, avec une perte maximale, ce qu'on appelle le max drawdown, de seulement 4%. C'est-à-dire quelqu'un qui a investi dans le fonds il y a 3 ans a gagné 9,5 par an, et avec une perte maximale de 4% s'il était rentré au plus haut et sorti au plus bas. Voilà, donc c'est aussi bien, voire un petit peu mieux que le... Vous allez nous vendre ça comme un fonds euro bientôt? Non, quand même pas. Jacques Arnaud Elias, qui est responsable commercial. Effectivement, c'est bien parti en tout cas pour cette perf, si c'était 9,5 les années suivantes, puisqu'on est pratiquement à près de 8% à 7,73 sur Delta Prime ESSF, donc de Delta AM. On va continuer à parler justement de ces obligations, de ces titres décotés, de ces histoires aussi derrière l'entreprise, derrière ces obligations. Ce sera dans un instant avec les spécialistes de Delta AM, la suite du débat. Tout de suite.